Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 20 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Pepe Escobar est avec nous. Bienvenue parmi nous, Pepe. C'est un vrai plaisir d'être avec toi, Nima, et avec vous tous. Aujourd'hui, Nima, c'est le grand jour. Il y a une échéance aujourd'hui, une date limite. Elle est extrêmement importante. Et cette échéance a été fixée, en fait, non seulement par l'Iran, mais aussi par la Chine. C'est pour ça que c'est si énorme. Alors, décomposons un peu tout ça avant d'en venir à l'événement majeur qui s'est déjà produit aujourd'hui. Les forces armées yéménites ont annoncé, avec effet immédiat, un blocus maritime total de l'Arabie saoudite. Ça change complètement la donne, ça renverse tout l'échiquier. Mais avant d'en arriver là, il faut bien comprendre pourquoi ce 20 juillet est si important. Au cours de la semaine dernière, les Chinois ont rencontré les médiateurs pakistanais. Et bien sûr, ils ont aussi échangé, par leurs propres canaux de communication, avec l'Iran, qui est un allié stratégique de la Chine, tout comme le Pakistan. Et les Chinois disaient en gros aux négociateurs pakistanais, « Écoutez, c'est comme ça. Vous devez tout essayer, tout ce qui est dans les règles, hors des règles, dans le livre, en dehors du livre, même dans un livre intergalactique s'il le faut. Il faut absolument parvenir à un accord d'ici au 20 juillet pour que les deux parties reviennent à la table des discussions. » Franchement, c'est une mission quasi impossible. Ils ont tout tenté, y compris par les négociations directes que le sommet du gouvernement pakistanais mène avec l'Iran. Et ça inclut un canal de communication qui arrive directement sur le bureau du guide, l'Ayatollah Khamenei. Très peu d'acteurs ont accès à ce niveau-là. En Iran même, il n'y en a pas beaucoup. Et dans le monde, on peut les compter sur les doigts d'une main. 3 ou 4, peut-être même pas, peut-être 2. L'un d'eux, c'est le maréchal pakistanais, le chef de l'armée, Syed Munir. Larry et moi, on reçoit pratiquement tous les jours des infos très précises sur notre chaîne Transition Protocol, sur ce qu'ils font réellement et bien sûr sur l'énorme pression qu'ils subissent. En gros, ce qui se passe, c'est que Trump se vante sans arrêt de bombarder l'Iran tous les jours, de plus en plus fort, jour après jour. Et évidemment, il frappe aussi des infrastructures civiles. On en a parlé la semaine dernière. Mais dans les canaux discrets, il supplie, et je répète, il supplie. Ce ne sont pas exactement les mots de nos sources, mais en substance, elles disent qu'il appelle Syed Munir tous les jours en lui demandant de trouver une sorte d'accord, de promesse, ou peu importe, pour ramener les Iraniens à la table des négociations. Et comme tu le sais très bien, Nima, et beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, l'Iran n'a absolument aucun intérêt à revenir à la table des négociations. Quelle table d'ailleurs? Et pour y revenir, dans quel but? Ils ont détruit tout le mémorandum d'accord. Pratiquement les 14 points du mémorandum ont été anéantis. La crédibilité de l'administration Trump à Téhéran est inférieure à 0 sur le plan politique, encore plus sur le plan militaire et davantage encore si l'on regarde l'ensemble du pays, parmi la population iranienne. C'est un consensus national. On ne peut pas faire confiance aux Américains en tant que négociateurs, et encore moins à cette administration. Donc, c'est aux Pakistanais, avec l'aide des Qataris, d'essayer de trouver une sorte de passe miraculeuse, de boule de cristal, de tour de magie, peu importe, pour jongler et tenter de convaincre Téhéran de revenir à la table des négociations. Mais ensuite, ça devient encore plus compliqué parce qu'on a 2 canaux officiels à Téhéran. Et corrige-moi si je me trompe, Nima, mais Arakchi a déclaré publiquement « Écoutez, même s'il y a une toute petite chance d'avoir une forme de négociation, bien sûr, on ne rejette pas l'idée de négocier en soi. On continue. » Mais c'est la manière diplomatique de dire « Regardez, on a tout essayé. » Évidemment, la diplomatie 0, ça n'existe pas. Ça existe pour les Américains, pas pour l'Iran
pas pour les autres pays du Sud global, pas pour la Russie, pas pour la Chine, et ainsi de suite. On va continuer à essayer. Mais bien sûr, les perspectives sont sombres. Et, évidemment, sur le plan militaire, c'est plus ou moins clair que les décisions ont déjà été prises. Et la riposte de l'Iran aux attaques américaines, c'est du 2 pour 1, et parfois même du 3 pour 1. Et l'intensité de la réponse iranienne est absolument dévastatrice. Bien sûr, les États-Unis, parce que c'est une bande de lâches et d'escrocs, s'en prennent aux infrastructures iraniennes. Mais l'Iran, sans même toucher aux infrastructures du CCG, se concentre sur les bases américaines. S'il continue à ce rythme, 2, 3, voire 4 bases en une semaine environ, elles seront complètement anéanties. Les bases, par exemple, en Jordanie, sont méthodiquement détruites, hangar par hangar. Voilà où nous en sommes. Nous sommes en plein milieu de l'échelle de l'escalade. Et en même temps, on a cette échéance qui était qui va expirer aujourd'hui, à la fin de la journée, le lundi 20 juillet. Les Chinois disent aux Pakistanais, faites tout ce que vous pouvez pour essayer de les ramener à la table des négociations. Et du côté iranien, le message est passé une nouvelle fois par les Pakistanais et les Qataris à l'administration Trump. Si vous continuez à bombarder les infrastructures civiles iraniennes, tous les acteurs du CCG en paieront le prix. Voilà, il ne nous reste que quelques heures avant la fin du délai. Après ça, tout peut arriver. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Nima, le plus fou, c'est que c'est justement aujourd'hui que les forces armées yéménites, Ansar Allah, ont choisi pour mettre en place leur blocus pour blocus, siège pour siège. Et ils ont tout à fait raison de le faire, parce que le Yémen est assiégé depuis presque 12 ans par l'Arabie saoudite, et la grande majorité de la planète n'en a absolument aucune idée. C'est quelque chose qu'on ne réalise vraiment que lorsqu'on va sur place, au Yémen, et qu'on voit les conséquences du blocus. Voilà. Donc maintenant, toutes les cartes sont rebattues. Que va faire l'Arabie saoudite, complètement acculée, quand elle ne pourra plus exporter ses 4,5 millions de barils ou plus depuis le port de Yanbu sur la mer Rouge? Parce que désormais, la mer Rouge est pour ainsi dire fermée à l'Arabie saoudite. Ses navires, ses communications, y compris bien sûr le Bab el-Mandeb, le joker nucléaire. Quelle sera la réponse du Pakistan? Parce que le Pakistan et l'Arabie saoudite ont un pacte militaire. Est-ce que les Pakistanais vont intervenir directement contre le Yémen au nom de l'Arabie saoudite? Dans ce cas, leur crédibilité comme médiateur disparaîtrait complètement. Tous les efforts qu'ils ont fournis ces 2 derniers mois, quasiment 24 heures sur 24, sans interruption, pour être des médiateurs de confiance entre les Iraniens. Ils avaient gagné la confiance des Iraniens jusqu'à Mojtaba, et les Américains, tout cela s'effondrerait d'un seul coup. C'est pour ça que cette journée est si dangereuse. Les répercussions de tout ce qui se passe aujourd'hui seront en réalité absolument déterminantes pour comprendre comment cette guerre va évoluer et peut-être même comment elle pourrait se terminer. En fait, le blocus est en place en ce moment même contre l'Arabie saoudite. Oui, c'est bien ça. Et il demande à tous ces navires, à tous ces bâtiments qui traversent la mer Rouge et le golfe d'Aden, de ne pas accoster dans les ports saoudiens. C'est extrêmement important, parce que si l'Arabie saoudite décide de reculer, de dire « je ne vais pas le faire, on va se retirer ou on va adopter une nouvelle politique », alors le siège serait levé et il ne serait plus sous blocus. Ce serait une humiliation pour l'Arabie saoudite. Énorme. Exactement. S'ils attaquent le Yémen, ce sera catastrophique pour leurs installations pétrolières et pour la façon dont ils essaient de gérer, tant bien que mal,
l'exportation de pétrole par la mer Rouge. Donc la seule option que je vois, peut-être en coulisses, ce serait de discuter avec Ansarullah. On lève le siège, vous levez le blocus contre nous, et tout ira bien, on s'entendra. Mais je ne vois pas les Yéménites accepter ça. Qu'en pensez-vous? No. What is your feeling on that? You're right, Nima. There could be Tu as raison, Nima. Il pourrait y avoir une sorte d'arrangement en coulisses où l'Arabie saoudite ne reconnaîtrait pas, ni officiellement, ni publiquement, que son blocus est terminé. Mais ça impliquerait une diplomatie ultra tendue entre Riyad et Sanaa. Et ça n'existe pas du tout en ce moment. Il n'y a aucune preuve, nulle part, que ça va commencer aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, c'est la seule issue possible. Surtout si l'Arabie saoudite attaque le Yémen. Le Pakistan attaquera le Yémen aussi. Et là, tout part en vrille. Tout s'effondre, comme un château de cartes. Et bien sûr, les Saoudiens ne peuvent rien faire. Tu imagines, toi, l'Arabie saoudite, admettre publiquement qu'elle impose un blocus illégal au Yémen depuis 11 ans et demi. a blockade of Yemen for the past 11 years and a half. No, they'll never do that. We know. Non, ils ne feront jamais ça. On sait bien que c'est en gros une dictature à un seul homme, avec une bande de princes de cour qui se battent entre eux, entre Riyad et Jeddah. Politiquement, c'est aussi sale que possible. Et pour ce qui est des décisions, tout dépend d'un seul homme. Et comme on le sait tous, c'est encore un mégalomane narcissique. Donc les perspectives sont franchement catastrophiques. Mais l'information clé, en fait, Nima. Et c'est quelque chose que j'ai eu le privilège de confirmer avec ma source ultra fiable au Yémen, il y a à peine quelques minutes. Il m'a confirmé que oui, peut-être qu'on ne voulait pas le faire maintenant. On gardait notre carte nucléaire pour le bon moment, celui qui viendra au cours de cette guerre. Bloquer le Bab el-Mandeb, et le bloquer pour de bon. Autrement dit, bloquer le Bab el-Mandeb pour l'Arabie saoudite. This is blocking the Bab al-Mandeb to Saudi Arabia. Everybody else, in theory, no problem. Tous les autres, en théorie, pas de problème. Donc c'est vraiment très spécifique. Et quand on lit le communiqué officiel des forces armées yéménites, c'est un siège pour un siège, ce qui est tout à fait logique. Ils sont assiégés depuis des années, presque 12 ans. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent. La seule façon pour quelqu'un de se rendre à Sanaa, il n'y en a qu'une. Il faut prendre Yemen Airways, qui avait encore des avions jusqu'à l'an dernier. Ils n'en ont plus. Pourquoi? Parce que tous les avions ont été bombardés par le meilleur culte, par Israël, l'année dernière. Donc, il n'y a plus d'avions Yemen Airways. Jusqu'à l'an dernier, quand on pouvait encore espérer y aller, il fallait passer par la Jordanie, le seul endroit autorisé pour atterrir ou décoller. Le seul aéroport au monde où c'était possible. Vous prenez l'avion pour l'aéroport d'Amman. Vous passez par une bureaucratie qui n'est pas vraiment simple. Vous récupérez votre carte d'embarquement là-bas et ensuite vous pouvez prendre votre vol d'Amman vers Sanaa. Et dans l'autre sens, depuis Sanaa, vous ne pouvez voler que vers Amman. Donc ça n'a rien à voir avec Royal Jordanian, rien du tout. C'était un accord entre le royaume de Jordanie et Sanaa, Ansarallah, le gouvernement de Sanaa. C'était un blocus. Oui, clairement, un blocus. Et bien sûr, il y avait aussi un blocus maritime des navires yéménites. Aujourd'hui, le Yémen rend l'appareil. Voyons comment l'Arabie saoudite va gérer ça. Voyons comment ils vont faire avec tout ce pétrole du pipeline Est-Ouest qui est chargé au port de Yanbu. Il ne pourra pas bouger. Donc, si on avait eu une vraie diplomatie active autour du CCG, tout ça aurait pu être réglé diplomatiquement. Mais non, impossible. Si les autres membres du CCG n'étaient pas aussi lâches qu'ils le sont, ça aurait pu être réglé aussi. Alors maintenant, on rejoue l'ancien scénario. Le nouveau, c'est « Vous nous imposez un blocus, on vous impose un blocus, et vous allez devoir vivre avec ça. » Et bien sûr, Téhéran observe tout ça de très très près. Parce que maintenant, en pratique, on a un détroit d'Ormuz bloqué par les Américains, pas par l'Iran. Avec l'Iran, si vous suivez les coordonnées de la marine des gardiens de la Révolution,
Et si vous respectez la nouvelle autorité, la PGSA, vous pouvez traverser Hormuz sans problème. Il suffit juste de suivre la nouvelle bureaucratie. You have to just follow the new bureaucracy. Hormuz and other Iranian ports are blocked by the Americans. Le détroit d'Hormuz et d'autres ports iraniens sont bloqués par les Américains. Alors maintenant, les Yéménites bloquent un port. Enfin non, ils bloquent tous les ports arabes aussi. Ce qui veut dire qu'ils bloquent le Bab el-Mandeb pour l'Arabie Saoudite. Donc là, eh bien c'est vraiment l'autoroute vers l'enfer. On est en plein dedans, Nima. Et c'est extrêmement dangereux, dès aujourd'hui déjà. Et évidemment, que peut faire l'administration du Narcisse noyé, du Néocrassus, du babouin de Barbarie, peu importe comment on les appelle, que peuvent-ils faire? Non, il n'y a rien qu'ils puissent faire. On sait déjà que les Yéménites ont botté les fesses de la plus grande armada navale de toute l'histoire de l'univers. Ils peuvent très bien recommencer. Naval armada in the history of the universe. They can do that again. And if it's blocked to Saudi Arabia, it will be blocked to the Americas as well. Et si c'est bloqué vers l'Arabie Saoudite, ce sera aussi bloqué vers les Amériques. Imaginons un porte-avions américain essayant de bloquer ce blocus venant de Suez, par exemple. C'est effrayant de voir comment, à chaque fois que ça peut mal tourner, ça tourne mal. C'est exactement ce qu'on craignait la semaine dernière, non? Bon, il y a cette échéance jusqu'à lundi. Pendant le week-end, ils vont passer des coups de fil jour et nuit. Ils vont bien finir par trouver quelque chose. En fait, il y avait déjà une proposition sur la table. C'est ce que Larry et moi avons évoqué hier soir, dimanche. On a fait une émission spéciale et on en a parlé dans notre émission. Le Pakistan a ajouté 2 ou 3 amendements supplémentaires à l'accord cadre pour remettre les deux parties autour de la table. Mais ce n'est pas ça, la vraie histoire. Ce ne sont pas des amendements. Ce que le Pakistan propose, c'est simplement ce qui figure déjà dans le protocole d'accord que les Américains ont violé. Cela inclut la fin de toutes les guerres, y compris la guerre contre le Liban, contre les milices en Irak, contre le Hezbollah, et ainsi de suite. Et bien sûr, la mise en place de mécanismes pour que les Américains respectent enfin les engagements qu'ils avaient pris dans ce protocole. Donc, rien de nouveau là-dedans. Et évidemment, tout cela s'inscrit dans la dynamique diplomatique chinoise, qui consiste à dire, en gros, on ne va pas renégocier quoi que ce soit de nouveau. En clair, la Chine dit au Pakistan, faites ce que vous voulez, parce que c'est dans votre intérêt, et dans le nôtre aussi, dans l'intérêt chinois, que les Américains commencent à appliquer le protocole d'accord. Voilà, c'est tout. Revenir à la table des négociations, ça veut dire appliquer le protocole d'accord. Mais en même temps, les Iraniens disent officiellement, nous, on n'est plus dans ce protocole tel qu'il est, parce qu'ils l'ont fait exploser. Et maintenant, tout est bilatéral. Les engagements sont bilatéraux. Si un camp le rompt, l'autre peut le rompre aussi. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Américains l'ont rompu. Les Iraniens ont dit très bien, alors nous aussi, on le rompt. Donc, si on revient à la table des négociations, on revient à quoi? Il n'y a qu'une seule option. Revenir au protocole d'accord approuvé par les deux parties. Est-ce que les Américains sont prêts à le faire? Évidemment non. C'est donc une impasse totale, Nima. Il n'y a plus d'issue. Et maintenant, le Yémen, ils ont lancé une nouvelle manœuvre, Nima, un peu du genre. Bah, d'accord, allons-y, mon frère. À mon avis, ils ont vraiment frappé l'Arabie Saoudite très durement avec ce blocus. Dites-moi, comment vous interprétez le moment choisi pour ce blocus? Pourquoi maintenant, précisément? Pourquoi aujourd'hui? D'après ce que je comprends, la communication entre l'Iran et le Yémen est parfaite. Ils se connaissent très bien. Ils sont extrêmement bien coordonnés. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Et le moment est important, parce qu'il semble qu'il y ait... Enfin, aujourd'hui, on a appris par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qu'ils reçoivent des messages venant de l'Occident. Ils veulent négocier.
ils veulent avancer sur certains points. Mais la perception, comme l'a dit le président du Parlement iranien, c'est que les États-Unis envoient énormément d'armes dans la région. Et quand on envoie autant d'armes, ça veut dire qu'on veut continuer la guerre. Quand il... Vous êtes en train de tromper l'autre camp pour réorganiser vos forces dans la région et attaquer à nouveau l'Iran. C'est comme ça que les Iraniens le perçoivent. Et ils ne vont pas croire à cet argument selon lequel les États-Unis voudraient discuter ou instaurer un cessez-le-feu. Pour eux, ça ne veut rien dire. La seule chose qui pourrait être perçue comme un signe positif, ce serait que les États-Unis retirent toutes leurs forces d'Asie de l'Ouest. Le jour où ils essaieront vraiment de le faire, ou de se retirer de cette région, là ce serait un signal positif pour l'Iran. C'est important. Et je pense que, de leur point de vue, la guerre continue et qu'elle va s'intensifier. C'est pour ça qu'on voit le Yémen entrer en jeu. C'est pour ça qu'on parle de la fermeture du détroit d'Ormuz. En gros, ils se préparent à être en meilleure position quand les États-Unis décideront d'escalader. Peut-être qu'ils parlent d'Israël, peut-être qu'Israël veut rejoindre la guerre. On n'en sait rien, mais les Israéliens semblent très agités si on regarde leurs médias. Mais c'est comme ça que les Iraniens perçoivent la situation, Pépé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, ils frappent Bahreïn et le Koweït. Laisse-moi te montrer les images. Aujourd'hui, il y a eu une frappe directe au Koweït. Voici la vidéo. Tu vois, il ne se passe rien. Les Américains n'attaquent pas l'Iran. Oui, la nuit dernière, ils ont frappé l'Iran et on dit que c'était fini. Mais l'Iran continue d'attaquer Bahreïn et le Koweït parce que les États-Unis se servent de ces deux pays pour frapper l'Iran. Il y a de nouvelles images qui sont sorties montrant qu'ils déplacent beaucoup d'armes vers l'ouest du pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ces images, je ne peux pas confirmer si elles sont récentes ou anciennes. Mais si c'est bien le cas, ça veut dire que l'Iran se prépare, qu'il envisage peut-être des combats au sol ou qu'il cherche à sécuriser ses frontières. Ou alors, ils ont le sentiment que les États-Unis essayent de manipuler quelque chose ou de faire un coup aux frontières iraniennes. Ou encore, qu'ils veulent frapper certaines cibles à l'intérieur du Koweït. Et des frontières des deux côtés, du Khouzistan jusqu'au Baloutchistan. Donc l'Iran doit surveiller ses frontières des deux côtés. Parce que oui, bien sûr, les Américains peuvent essayer de faire infiltrer des commandos par les frontières facilement, très facilement. C'est un danger énorme. Et bien sûr, la riposte n'est plus de 2 pour 1. Maintenant, c'est 3 pour 1, parfois 4 pour 1. L'objectif aujourd'hui, c'est de détruire totalement ces bases américaines, de les anéantir complètement. Elles avaient été détruites à quoi? 70-80%. Maintenant, il faut que ce soit 100%. Et c'est pour ça qu'ils continuent à bombarder les mêmes bases, jour après jour. Et maintenant, c'est sans relâche. Et d'ailleurs, nous avons toujours eu la reconfirmation de Téhéran qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment satisfaits des Chinois, parce qu'ils utilisent le système de satellite Beidou qui s'est révélé d'une précision remarquable. Et bon, il y a des informations supplémentaires qu'on ne peut pas rendre publiques, mais vous pouvez imaginer à quel point c'est sensible. L'aide militaire de la Chine à l'Iran n'a pas du tout cessé. Bien au contraire. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. C'est extrêmement sensible parce qu'évidemment, les Américains vont foncer dessus, surtout maintenant qu'ils ont relancé leur campagne anti-chinoise un peu partout. Donc, pour revenir à l'événement clé d'aujourd'hui, Nima, c'est ce que j'ai eu l'occasion de confirmer avec le Yémen. It's what I had the opportunity to confirm with Yemen. The Yemen move today, it's part of... Le mouvement du Yémen aujourd'hui, c'est une action préventive. Ils ont fait ça pour anticiper ce qui se prépare à Téhéran et à Sanaa. Et évidemment, là-bas, on en parle en continu.
Ils considèrent que c'est le début d'une stratégie concertée, massive, contre tout l'axe de la résistance. Donc ce n'est pas seulement contre l'Iran, c'est contre l'Iran, contre le Yémen, contre le Hezbollah, contre les milices en Irak. Ce mouvement yéménite, en fait, anticipe déjà tout ça. Sur le plan militaire, c'est brillant. Et sur le plan géopolitique, c'est tout aussi brillant. Mais quand on va au Yémen et qu'on parle avec ces gens, Nima, ceux du conseil politique d'Ansarallah, franchement, ils sont très compétents, instruits, préparés. L'Asie, ils la connaissent à la perfection. Et ils sont vraiment très bons pour choisir le bon moment, comme on peut le voir aujourd'hui. Ils ont complètement déstabilisé l'Arabie saoudite et ils l'ont forcé à dévoiler son jeu. Parce que, jusqu'à il y a quelques jours, l'Arabie saoudite faisait semblant de vouloir trouver une forme d'arrangement avec l'Iran. Elle participait à la réunion dite Pré-Islamabad 1.0. Elle soutenait ce que faisaient les Pakistanais autour du protocole d'accord sur le cessez-le-feu et tout ce qui allait avec. Et là, on voit arriver, en plein milieu de tout ça, il y a seulement quelques jours, la décision saoudienne de bombarder la piste de l'aéroport international de Sanaa. Et tout le monde se demande, mais enfin, pourquoi diable ont-ils fait ça? Et ça, c'est contre eux. Comment ça se fait? Est-ce que ça prouve qu'il y a une lutte de pouvoir en cours à Riyad en ce moment? C'est possible. Le système est extrêmement opaque. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à Riyad. Personne. Même les Américains ne savent pas ce qui s'y passe, parce que leur homme là-bas est isolé. Donc oui, ça pourrait être un signe d'une lutte de pouvoir à l'intérieur de Riyad. Ou bien, ça pourrait être quelque chose destiné à embarrasser MBS. Ou encore, troisième option, c'est MBS lui-même qui a donné l'ordre. Il le fallait bien. Dans ce cas, il est directement impliqué et il va devoir assumer les conséquences d'avoir imposé la contre-blocus à l'Arabie saoudite. Tout ça, c'est à cause de ses décisions ou de celles qu'il a approuvées. En ce moment, l'Arabie saoudite fait face à un blocus naval. Ce qui est remarquable, c'est l'instinct géopolitique de la direction à Sanaa. Ils regardent l'échiquier dans son ensemble. Ils comprennent l'importance du Yémen, sa position stratégique. Ils analysent très finement tous les éléments de l'axe de la résistance et ils planifient leurs actions avec une extrême prudence. L'explication que j'ai reçue il y a seulement quelques minutes a donc du sens. Ils ont dû agir aujourd'hui pour prévenir une attaque massive sur tous les fronts, contre le Yémen, contre le Hezbollah, contre l'Iran, et ainsi de suite. Voilà à quel point c'est important, et voilà à quel point c'est dangereux. Pepe, les États-Unis, comme on l'a appris, et comme l'a rapporté le Washington Post, ont reçu des informations venues d'Europe, indiquant qu'ils envoyaient des armes. Et cela a d'ailleurs été confirmé par les Iraniens. Le président du Parlement iranien a dit « Si vous voulez montrer un signe positif, pourquoi envoyer autant d'armes dans la région? Ça n'a aucun sens si votre objectif est de désamorcer les tensions. » En gros, il a dit « On ne va pas se laisser tromper par ce genre d'action. Ils ont déjà fait ça, Pepe. » C'est ressorti dans une interview donnée récemment par Arashi, le ministre iranien des Affaires étrangères, hier ou avant-hier. Dans une interview en persan, il a expliqué qu'il voyait bien ce qui se passait. D'un côté, les Américains parlent de cessez-le-feu. Ils disent vouloir un cessez-le-feu, et en même temps, on les voit déplacer et amener beaucoup d'armes dans la région. Alors, la question qu'ils se posaient, c'était « Comment allons-nous réagir? Est-ce qu'on continue le combat ou est-ce qu'on négocie? » Parce que les États-Unis, d'une certaine manière, insistaient pour négocier. Ils envoyaient des messages aux Pakistanais, aux Qataris, à tous ces interlocuteurs en même temps. Alors, leur raisonnement, c'était « Et si on disait qu'on ne veut pas négocier? Comment cela serait perçu, vous voyez, par les autres nations, les autres pays importants? Ces pays comptent énormément.
Et finalement, ils ont décidé, on va négocier. Ça ne va pas diminuer notre puissance militaire. Et Arashi a dit, lors d'une de ses interventions au Parlement iranien, « Moi, je vais faire mon travail, et vous, vous ferez le vôtre. » L'armée et les forces armées, les gardiens de la révolution et l'armée iranienne, vous allez vous préparer à la guerre. Mais moi, je vais faire mon travail. Mon travail, c'est de parler. Et si ça peut ramener un peu de raison, alors on le fera. Sinon, on se battra. Et ce même sentiment est présent en ce moment. Ils sentent que la guerre va éclater. Mais le problème, Pepe, à mon avis, est plus profond que ça. Quand on voit l'Iran frapper les bases américaines en Jordanie avec une telle précision, c'est très significatif. Comment vont-ils continuer la guerre dans ces conditions? Ils ont besoin de ces bases pour leurs avions ravitailleurs, leurs chasseurs, leur matériel. Bahreïn et le Koweït sont dévastés par les attaques. Je ne vois pas Daesh installer ses avions là-bas, ni au Qatar, ni en Arabie Saoudite. Il ne se passera rien dans ces pays du Golfe. Exactement. Leur plan, c'est de tout transférer ou presque en Israël. Et s'ils font ça, Israël va se faire bombarder jusqu'à l'anéantissement. Très simple, vraiment très très simple. D'accord. Tout ce qui était au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et ainsi de suite, retour en Israël, transféré en Israël. Parfait. Comme ça, il n'y a plus qu'une seule cible. Plusieurs cibles regroupées dans une zone très limitée. Alors l'Iran ira jusqu'au bout et détruira tout par les bombes. Oui, c'est le seul plan B que les Américains ont pour le moment. Parce que soyons clairs, n'importe qui avec un peu de bon sens voit bien que leurs bases sont en train d'être anéanties. Et ça ne va faire qu'empirer à partir de maintenant. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste. Oui, l'Iran est prêt pour la guerre. Vous voulez la guerre? Très bien, nous sommes prêts pour une guerre totale. Et si cette guerre totale commence aujourd'hui, nous sommes prêts. Et pas seulement l'Iran. Le Yémen, d'une autre manière, dit aussi, nous sommes prêts. Et si ça commence, les milices en Irak se préparent déjà, sans parler du Hezbollah. Eux, ils sont toujours prêts. Donc voilà, s'il y a un plan américain pour... Bien sûr qu'il y en a un. On le sait tous, on ne connaît pas les détails parce que c'est discuté par le CENTCOM pratiquement tous les jours, dans le cadre d'une attaque multiple sur plusieurs fronts contre tous ces points de l'axe de la résistance. Ils sont tous prêts. Et encore une fois, ce mouvement yéménite, surtout aujourd'hui, c'est la raison principale. Anticiper tout ça. Est-ce que ce sera suffisant? On ne le sait pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Mais ça rend les illusions américaines beaucoup plus compliquées, bien plus difficiles à réaliser. Et encore une fois, Nima, n'oublie pas l'échéance majeure, la réserve stratégique de pétrole, à la mi-août. On s'en approche jour après jour. Là, il reste un peu plus de 3 semaines. Et bien sûr, l'idiot, hier, essayait de s'incruster sur la photo de la victoire à la place nationale d'Espagne et il s'est fait éjecter sans ménagement. Non, on ne veut pas de toi ici. C'était génial parce que la planète entière l'a vu. Oui, c'était... Les joueurs ont juste dit, vas-y. Les joueurs ont simplement dit, bon, dehors, on ne veut pas de toi ici. C'était plus qu'évident. Et le langage corporel aussi. Très poli, d'accord, mais le corps disait clairement, on ne veut pas de toi ici. Alors, pour le public du Sud global, c'était au moins 1 minute de « Ah oui, il l'a bien mérité ». Mais revenons à nos « Ah oui, vas-y », revenons à nos horreurs. Cette semaine va être « Wow ». Cette semaine promet d'être quelque chose. C'est tellement essentiel à mon avis. Si les Américains veulent tenter quelque chose de stupide, ils le feront sans doute cette semaine, parce que dans 2 ou 3 semaines, ce sera trop tard. Vas-y, Nima, s'il te plaît. Désolé de t'avoir interrompu.
Please, sorry to The interrupt. problem, Pepe, is not just about the fighter jets. Le problème, They Pepe, have to ce n'est pas seulement les avions de chasse. the American Il faut bien forces, que les forces américaines these restent quelque part. HIMARS, Ces HIMARS, these ces missiles missiles qu'ils that they're utilisent, using, il n'y a, dans ces they pays, are not au Koweït ou à Bahreïn, capabilities aucune in these capacité pour que countries quelqu'un in d'autre Kuwait que and les Bahrain Américains to puisse s'en anyone servir. else. C'est pour ça qu'ils doivent maintenir leurs troupes dans la région. Et tant qu'ils auront ces forces sur place, ils continueront à être visés par des missiles et des drones iraniens. C'est vrai. Et comment ça va? Quand on regarde la situation, Pepe, tu penses pas que Donald Trump, avec la façon dont il essaie d'améliorer sa position, sa situation sur le marché du pétrole, tu as parlé de la manière dont la situation influence justement le marché du pétrole. Absolument. Mais quelle serait la solution la plus rapide pour lui? Comme vous le voyez, la guerre s'intensifie d'une certaine manière et il doit trouver une forme de solution à ce qui se passe. Et les Iraniens, eux, ne croient pas à ce que disent les États-Unis. Ils veulent voir ce que les États-Unis font réellement. C'est là tout le problème. Et les États-Unis, eux, sont en train d'escalader. Action, And the there's United action. States is escalating. Absolutely. No, there's something I received. Absolument. Non, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a quelque temps, mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Donc je te le dis directement. Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Naqvi, est arrivé à Islamabad. Non, non, non. Le ministre pakistanais de l'Intérieur en provenance d'Iran. Il est arrivé aujourd'hui à Islamabad avec un message spécial de Mojtaba, adressé directement au Premier ministre Shehbaz Sharif, et évidemment au maréchal Mounir. Mais bien sûr, on ne connaît pas le contenu. Le simple fait que ce message spécial ait été transmis aujourd'hui, c'est énorme. Il est tout à fait possible que ce soit la position finale de Mojtaba sur le protocole d'accord. Peut-être que c'est fini, qu'ils ne sont plus intéressés, que ça n'a plus aucun sens. Ce qui, comme tu le sais, Nima, était sa position au départ, non? It's absolutely pointless. Which, as you know, Nima, was his initial position, right? From the beginning, he said that he believed that Depuis le début, il a dit qu'il pensait que le protocole d'accord était une perte de temps. Et il a délégué au Conseil national suprême en disant « Très bien, si vous arrivez à une majorité solide, allez-y ». C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on en voit les résultats. Donc, il avait raison dès le départ, tout comme son père. Il est absolument impossible de négocier de bonne foi avec les Américains. Alors, ce message qui arrive aujourd'hui à Islamabad, c'est peut-être tout simplement Mojtaba qui explique au médiateur, avec qui, bien sûr, ils ont un contact très étroit. Écoutez, on apprécie ce que vous avez fait. Mais ça s'arrête là. Si les Américains veulent la guerre, nous sommes prêts pour la guerre. Je ne suis pas certain que ce message spécial dise en gros « S'il vous plaît, continuez vos efforts de médiation ». Il n'y a pas d'ambiance pour ça en ce moment. Et ce n'est pas du tout ce que pense la direction à Téhéran. Ils ont réévalué le champ de bataille et ils se préparent à la guerre parce qu'ils sont convaincus que les Américains relanceront le conflit dès qu'ils en auront l'occasion. Peu importe la manière, le scénario, plausible ou pas, tu vois, même une opération pour prendre ou conquérir l'île de Karg, ce qui serait complètement absurde. N'importe quoi. Et ils sont prêts. Ils l'ont d'ailleurs prouvé par leur réaction aux attaques américaines. Donc la marge de manœuvre pour une discussion diplomatique du type Araxi est en ce moment réduite au strict minimum. Voici ce qu'a tweeté Donald Trump, Pepe. Chaque fois que l'Iran tue un soldat américain, il paiera ce meurtre de nombreuses fois. La directive a été transmise au secrétaire à la guerre, Pete Axel, au chef d'état-major interarmé, Daniel Kane, ainsi qu'à tous les responsables militaires. Et cela veut dire qu'ils vont agir, parce que, dans l'armée, après l'attaque iranienne en Jordanie, on n'a pas vu de riposte américaine significative contre l'Iran.
Vous savez pourquoi? Parce que le canal diplomatique officieux était encore relativement ouvert. C'est ce dont on parlait au début de l'émission. Le fait qu'il suppliait Asim Munir, encore et encore, de trouver une porte de sortie. Les Pakistanais y travaillaient. Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien à proposer aux Iraniens pour les convaincre de revenir à la table des négociations. Surtout après que les Américains ont en quelque sorte fait exploser la table elle-même. Rien du tout. Voilà ce qui s'est passé pendant le week-end. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, l'échelle de l'escalade a grimpé de plusieurs crans, surtout à cause de cette intuition, de cette compréhension du côté yéménite, qu'un vaste assaut se prépare contre tout l'axe de la résistance. Évidemment, les Iraniens sont arrivés à la même conclusion, au même moment, voire même avant. Le Hezbollah le sait aussi. Les milices en Irak, le Hashd al-Shabi, eux aussi le savent. Donc c'est ça, je dirais, le côté schizophrène. Il y a des oiseaux là, je les vois voler autour de moi. C'est agréable, ça m'apaise un peu, au moins au milieu de tout ce chaos. Cet élément schizophrène dans tout ça. D'ailleurs, tout ce drame est profondément schizophrène. Autant Trump a toutes les raisons de chercher une sortie, une voie de repli, parce que s'il attend encore 3 ou 4 semaines, les conséquences vont être absolument désastreuses pour lui. Politiquement, pour ses proches, pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale, et ainsi de suite. Autant il continue à grimper les marches de l'escalade. Seules des personnalités schizophrènes font ça. Only schizophrenic personalities do that, or psychopaths, or autistic sociopaths. Ou des psychopathes, ou des sociopathes autistes. Et lui, il complète les cases. En fait, il est tout ça à la fois quand on y pense. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le sauver de lui-même? Non. On ne peut pas compter sur ce stupide Marco Rubio qui regardait le match hier au Stade des Mai d'ailleurs. Le secrétaire du toujours, ce clown. Ces gens-là sont au-delà de la médiocrité, tous autant qu'ils sont. Personne ne peut le sauver de lui-même. Et évidemment, autrefois, dans d'autres circonstances, on aurait pu imaginer Poutine décrocher le téléphone et dire « Écoute, tu as besoin d'aide, je peux t'aider ». Mais aujourd'hui, Poutine s'en fiche complètement. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est une toute autre histoire. Donc non, il ne recevra d'aide de personne. Et le personnage le plus dangereux dans toute cette pièce, c'est lui-même. Pepe, je suppose qu'à présent, l'Iran et la Russie utilisent le GPS chinois. Enfin non, les Russes utilisent GLONASS, leur propre système. Le système chinois Beidou, les Iraniens l'utilisent déjà. Bientôt, tout le Sud global va se mettre à utiliser Beidou. Tout ce système, d'une certaine manière, a créé beaucoup de difficultés pour les États-Unis. Oui, parce que c'est impénétrable. C'est comme utiliser un smartphone Huawei, Nima. Il n'y a pas de porte dérobée. Si tu utilises un iPhone, oui, on t'espionne en permanence. Mais avec un Huawei, c'est une toute autre histoire. C'est pareil avec le GPS et Beidou. Pas étonnant qu'ils soient désespérés. Pas étonnant qu'on entende des sénateurs dire « Ah, les Chinois nous nuisent ». Ils ont contourné le GPS. Ils fournissent des renseignements aux Iraniens. Tout le monde sait que les Russes et les Chinois transmettent des informations aux Iraniens depuis le début, à différents niveaux. Ça n'a pas changé. Et surtout maintenant, les Chinois fournissent des choses en plus dont on ne peut pas parler. Mais en gros, les Chinois fournissent en ce moment même des éléments technologiques clés aux Iraniens, à l'Iran. C'est typique de leur manière d'agir. Avec une subtilité extrême, beaucoup de sophistication, toujours en arrière-plan. Ils n'annoncent jamais ce qu'ils font, mais ils sont très actifs sur le plan diplomatique, surtout à travers les médiateurs pakistanais. Et en coulisses,
Ils savent que si l'Iran a besoin de quoi que ce soit sur le plan militaire ou technologique, ils sont prêts à le fournir. Et ils le font déjà. Voilà. Vas-y, Nima. Je dirai ce que j'ai à dire à la fin. How does Vas-y, je t'en prie. Go ahead, Nima. I'll save what I was going to say to the end. Go ahead, please. how does Comment le Pakistan perçoit-il le conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite? and Saudi Arabia? We don't know. This was my first question. On ne sait pas. C'était ma première question et je l'ai déjà envoyée. J'attends une réponse. Peut-être que Larry, on a une émission ce soir avec Larry, peut-être qu'il va obtenir des réponses. Mon émission, c'est demain soir. Donc j'espère qu'entre ce soir et demain, on aura quelque chose. C'était une question directe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un pacte militaire avec l'Arabie saoudite. Ils viennent d'être frappés par un blocus naval. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez attaquer le Yémen au nom de l'Arabie saoudite? Est-ce que vous n'allez rien faire? Est-ce que vous allez essayer de dissuader l'Arabie saoudite d'appliquer son propre blocus? Ou bien est-ce que vous allez jouer les médiateurs entre l'Arabie saoudite et le Yémen? Il y a toute une série d'options pour le Pakistan. Et maintenant, il se retrouve dans une position absolument terrible. C'est la dernière chose dont ils avaient besoin, au moment même où ils essayent encore de sauver ce protocole d'accord insoluble. Et voilà qu'ils pourraient devoir redevenir médiateurs, encore une fois, entre les Saoudiens et les Yéménites. Between Saudis and Yemenis. I think, Pepe, that there is a understanding between. Je pense, Pepe, qu'il y a une forme de compréhension entre la Russie et l'Iran, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'ils négocient ou s'ils discutent en coulisses à ce sujet. Mais leur stratégie, c'est l'usure, encore l'usure face aux États-Unis. Sur les deux fronts, ils affrontent les États-Unis et leur objectif, c'est d'épuiser autant que possible les stocks américains de missiles, d'intercepteurs, de tout en fait. Parce que chaque front aide l'autre. Le front iranien soutient le front russe. Le front russe soutient le front iranien. Et je suppose qu'ils se concertent pour savoir comment gérer cette guerre. They are. About how to manage this war. Of course, they are. They have always been. Bien sûr qu'ils le sont. Ils n'ont jamais cessé de se parler depuis 4 ans, vraiment sans interruption. Je me souviens quand des délégations iraniennes venaient à Moscou, on discutait un peu et ils disaient « Ah oui, les Russes nous ont dit tout ce dont vous avez besoin, aucun problème. » Et les Iraniens répondaient « Pareil pour nous. » À l'époque, l'Iran n'était pas en guerre. Alors imaginez aujourd'hui, ils sont tous les deux en guerre et surtout, ils savent qu'ils mènent la même guerre. C'est exactement la même guerre, dirigée contre deux. Et les Chinois, qui les observent, savent très bien que cette guerre les vise aussi. Maintenant que deux de leurs partenaires stratégiques, l'Iran et la Russie, sont impliqués. Et bientôt, vu comment fonctionne l'Empire, ce sera directement contre la Chine. Considering how the empire works, directly against China. They will find a pretext. So that comes back. Ils vont trouver un prétexte. Et là, on revient au grand échiquier, la version du 21e siècle, celui qui détermine la géopolitique de ce siècle. C'est la guerre de l'Empire contre 3 États-civilisations, liés entre eux, souverains et indépendants. 2 superpuissances et une puissance montante, qui n'est pas seulement régionale, mais qui s'étend à toute l'Eurasie. Le nouveau statut de l'Iran, aujourd'hui, c'est une toute autre histoire par rapport à il y a 4 ou 5 mois. C'est donc une guerre impériale. Et celle-là, sur le plan géopolitique, c'est une question de vie ou de mort. Vraiment. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de la perdre. Ils sont déjà en train de perdre sur 2 fronts. Ils perdent en Ukraine, et lourdement, une guerre qu'ils ont en réalité déclenchée eux-mêmes. Et ils perdent aussi stratégiquement en Asie de l'Ouest. They're losing strategically in West Asia. Can you imagine if they lose these two? Vous imaginez s'ils perdent ces deux-là. Dans quel état seront-ils pour lancer la guerre contre le grand rival, une menace existentielle majeure pour l'Empire? C'est une blague. Voilà pourquoi les enjeux sont aussi énormes. Évidemment, personne dans le cercle rapproché de l'administration Trump, parce que ce sont des personnages d'une médiocrité absolue, ne peut le comprendre. Ils ne voient pas la situation d'ensemble,
ni les conséquences à long terme. Très peu de gens dans cette administration en sont capables. Probablement le seul, c'est Colby, Elbridge Colby, celui qui a rédigé la stratégie de sécurité nationale. C'est un xénophobe, en gros. Et pour lui, oui, c'est clair. La guerre principale, c'est contre la Chine, mais il faut d'abord gagner les deux autres. The top war is against China, but we have to win the other two. Look at the battlefield in both cases now. Regardez le champ de bataille, dans les deux cas, aujourd'hui. Et bien sûr, sous une présidence pathétique ne suffit même pas à la décrire. Les perspectives pour l'Empire sont catastrophiques. Et encore une fois, un animal acculé devient encore plus dangereux. Donc, toutes les options absolument horribles concernant l'Iran restent sur la table, parce qu'on a un président qui agit comme un animal acculé et un empire tout entier dans la même position, sans aucune bonne option. En phase 2, il y a un ennemi déterminé, organisé, totalement uni. Les Iraniens savent exactement ce qu'ils font, et tu peux le confirmer, Nima. En réalité, il n'y a aucune division. Tout le monde pense la même chose. Oui, c'est ça, et il faut le faire. Everybody's thinking, yeah, that's it, and we have to do it. La seule différence, c'est de savoir si on parle tout en les frappant fort ou si on les frappe fort sans parler. Exactly. Exactement. Exactement. Parfait. Mais comme nous sommes une très vieille civilisation-État, nous privilégions le dialogue. La vraie diplomatie, pas celle qu'ils prétendent pratiquer aux États-Unis. C'est une toute autre histoire. Et si vous voulez appuyer sur la gâchette, nous sommes toujours prêts à le faire. C'est vous qui avez tiré les premiers contre nous. Nous ne faisons que répondre à ce que vous avez fait. Nima, désolé, je dois y aller, malheureusement. Nima, sorry, I have to go, unfortunately. Merci, Pep. Merci beaucoup, ma chère. C'est un vrai plaisir. Un grand plaisir, mais une journée horrible. Grande prazer, dia horroroso. Eu lembro do meu sotaque brasileiro paulistano. Que horror! Não tem nada feliz. Well, to all of you, in Eh bien, pour vous tous, au Brésil, quand on voit quelque chose de vraiment dégoûtant, on le dit, et ça reste. Et l'horreur dans l'expression, elle va loin, elle se propage. C'est juste, It's just Ils doivent venir au Brésil pour comprendre ça, Pepe. Exact. All of you guys, go to Brazil, you're gonna exactement. Allez tous au Brésil, vous allez vous éclater là-bas. La vie quotidienne, la langue de tous les jours, l'argot brésilien, c'est un vrai plaisir. C'est merveilleux. Et c'est très très drôle, parce que les gens ont du rythme, du style. Même au milieu des pires horreurs, ils trouvent toujours un moyen de se moquer, de faire des blagues, d'enchaîner les plaisanteries sans fin. Vu les horreurs qu'on traverse en ce moment, la seule solution, c'est de se dire au moins un peu. On ne peut pas faire grand-chose d'autre pour changer tout ça. exactly. Exactement. La seule chose qu'on puisse faire, c'est en parler. We have Oui, obrigado Nima. Merci à tous. Santé. Thanks everybody. Cheers.